Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Les gars, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo parce que j'attendais de voir ce match depuis un moment. J'ai passé un excellent lundi matin devant cette interviewée. Quoi de mieux pour démarrer la semaine? J'espère que vous, votre début de semaine se passe au top, le mieux possible. Mais moi, j'ai pris vraiment du plaisir devant ce qui est le match du début de saison. En Italie, c'est clair. Peut-être en Europe, tu peux dire aussi, parce que franchement, Derby d'Italia, 4 partout à Giuseppe Meazza, la Juve menée de 2 buts dans la dernière demi-heure, qui revient, qui arrache le point du match nul, et en plus du coup les hommes de Thiago Motta qui restent invaincus face aux champions d'Italie en titre. C'était juste un énorme choc, un énorme sommet, et celui-là il n'a pas déçu, et celui-là il était équilibré. Je vais pas faire de débrief finalement sur Arsenal-Liverpool, on parle beaucoup de Première Ligue en général, c'était top match, je l'ai vu aussi, mais j'ai préféré me concentrer sur celui-ci, parce que ouais, c'était juste un régal. Et en plus, hyper intéressant parce que vous vous souvenez, on avait fait cette vidéo sur la Juve de Motta, on a analysé quelques-uns de leurs matchs, j'ai vu quasiment tous leurs matchs du début de saison. Et c'est une des équipes qui m'intéresse bien sur comment, pierre après pierre, match après match, elle essaye de mettre en place son projet, de renaître de ses cendres. C'est vraiment une transition totale par rapport à ce qu'il y avait avant sous Allegri. Et en phase 2, là, c'est le mastodonte, non seulement champion d'Italie en titre, finaliste de la Ligue des Champions il y a un peu plus d'un an du coup maintenant, en 2023 contre City, et juste même saison dernière, l'Inter pendant 6 mois c'était dans la catégorie des 3-4 meilleures équipes d'Europe, ils étaient tout là-haut. C'est l'Inter de Simone Inzaghi, c'est un Inter qui a 170 matchs, je crois, il a ce petit gars-là sur le banc des Nerazzurri, 170 matchs, c'est sa 4e saison, et c'est un Inter qui pratique un style de jeu extrêmement clair, mature, pour n'importe quel nouveau projet, comme celui de Motta, c'est une opposition de hyper haut calibre. Donc je vais essayer de dire le plus possible de l'Inter, mais je pense qu'on aura 60% de l'analyse qui sera un petit peu plus concentrée sur la Juve, parce que l'Inter on les connaît déjà tellement bien, et pour la Juve, c'était vraiment le test, je trouve. Déplacement en plus, au Giuseppe Meazza, l'adversité d'être mené de 2 buts d'écart, d'être mené à plusieurs reprises dans ce match. Donc voilà, franchement, les gars, c'est peut-être ça se sent ou ça se voit, je suis très hypé par cette analyse. J'ai passé un extraordinaire moment devant ce match. Et vas-y, rentrons en plein dedans, la bataille des frères Thuram, qui du coup ne connaît pas de vainqueur, des performances individuelles par contre de très haut niveau, des deux côtés, mais par exemple le petit Chisco là, il a fait un top match parce qu'il était effectivement titulaire. Côté Inter, 5-3, le 3-5-2, le classique, les changements majeurs, c'était pas de Hakan Çalhanoğlu qui n'était pas dispo, c'est Zelinski qui a pris sa place au milieu de terrain, et pas non plus d'Acerbi, Stéphane De Vrij donc était à la place, sinon c'est la classique, Pavard, Bastoni, De Vrij, Lautaro Martinez, Marcus Thuram, et Dumfries, Di Marco, les pistons, Mkhitaryan, Barella, pour compléter avec Yann Sommer dans les buts. Je vais aller checker sur FBRF, Bastoni, Acerbi et Pavard, ça c'est vraiment le trio d'Inzaghi, et Stéphane De Vrij c'était seulement sa 2e titularisation de la saison, Zelinski sa 1re. Donc des adaptations quand même majeures, des choix forcés contraints pour Inzaghi dans ce 11, aussi évidemment côté Juve. 4-2-3-1 sur le papier, on va voir c'est plus 4-3-3 à mes yeux, 4-4-2 en phase défensive, mais là beaucoup de changements aussi, parce que malheureusement Koopmeiners n'était pas dispo, Nico Gonzalez n'était pas dispo, et Kenanidis démarrait sur le banc. Donc un trio sous Vlahovic totalement différent, Timothy Weah, Weston McKennie et Xisco Conceição, même si c'était l'autre côté, et Weah à gauche bien sûr. Pas du tout comme ça, Conceição il est gaucher, il a joué à 99% de ses matchs de sa carrière ici, vraiment, clairement sur cette aile. Et sinon, non, l'ajustement majeur aussi pour moi, c'était Fagioli à la place de Khéphren Thuram, pas de Douglas Luiz, il n'était pas disponible, pas remis, même pas sur le banc, si je dis pas de bêtises, en tout cas il n'est pas entré, et pas sur le banc, non. Aux côtés de Manuel Locatelli, ça on connaît, ça le classique. Et après, pas de Bremer malheureusement, qui se fait les croiser, qui va rater toute la fin de saison, c'est une énorme perte pour la Juve. Et c'est Kalulu qui était associé à Danilo, donc Danilo le capitaine, qui revenait dans le 11, Juan Cabal, que j'avais vu en début de saison, je trouvais assez tendre, assez brut, je trouve ça va de mieux en mieux, et je trouve qu'elle a fait un match vraiment intéressant. Et Cambiasso donc à droite, pareil, les adaptations, on le voit dans le 11 de la Juve, Kenanidis qui avait démarré quasiment tous les matchs, 7 des 8 matchs pour l'instant, là il n'était pas titulaire, Koopmeiners, Gonzalez, les 3 offensifs les plus utilisés sous Vlahovic, et remplacés par Conceição, Timothy Weah et Weston McKennie. Là, seulement 3 petites titularisations pour lui. Danilo, c'était le 2e match qui démarrait en tant que titulaire. Voilà, beaucoup d'adaptations. Ok. Le truc
qu'on voit direct, c'est que même si la Juve est régulièrement présentée dans un système 4-2-3-1 et dans l'idée Weston McKennie qui remplace Koop Miners poste pour poste, donc ils sont restés sur l'idée du 4-2-3-1 sur le schéma tactique présenté par la chaîne de télé, mais en vrai, c'était vraiment 4-3-3, 4-1-4-1 on va dire, avec Locatelli beaucoup plus bas que Fagioli qui poussait haut et Weston McKennie qui n'était pas vraiment 10-10 mais plus 8 demi-espace droit, avec ensuite Timothy Weah et Xisco Conceição et Vlahovic. En vrai, un peu le 5+5, quoi. Les 4 joueurs à vocation défensive, avec bien sûr Cambiasso et Cabal, qui avaient pas mal d'incursions, mais pas toujours long de ligne, quoi. Cabal, par exemple, là, c'est axial. Et voilà, en gros, 4-1 plus 3-2 ou 2-3. C'est à ça que ressemblait l'animation avec ballon de la Juve. Sans, par contre, c'était beaucoup plus simple, c'était 4-4-2, avec un double pivot Weston McKennie, Manuel Locatelli, qui a été assez clé dans ce match. Beaucoup de séquences ont tourné sur ce double pivot. Et ensuite, Timothy Weah, Xisco Conceição. Et on voit donc, aux côtés de Vlahovic, c'est Fagioli qui vient monter une ligne plus haut et qui forme vraiment la paire de devant avec le 9 serbe. Donc, ok, ça c'est l'idée. Et cette séquence, je ne l'ai pas mise par hasard, c'est parce que c'est celle qui amène au premier but de l'Inter. On a beaucoup parlé de la Juve, mais l'Inter est aussi capable de choses sympathiques. Leur fluidité, leur mobilité. Un joueur comme Benjamin Pavard, 3e défenseur central sur cette ligne de 3, qui va, après avoir donné à Dumfries, faire une course comme ça dans le dos. C'est hyper intéressant parce qu'il y a toujours beaucoup de mouvements dans le demi-espace. Et si Dumfries est là, comme ça, couloir droit, il y a quelqu'un qui vient occuper cette zone-là. On voit que les autres couloirs de jeu, ils sont remplis. Pavard, petite course dans le dos. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il arrête sa course sur la passe négative, la passe vers l'arrière de Dumfries, et Weah aussi. Du coup, c'est l'action qui amène le but avec magnifique petit ballon par-dessus de Barella dans le dos, et là Weah est battu. Mais franchement, même si Weah défensivement je suis pas conquis, je peux pas vraiment l'incriminer parce que honnêtement Pavard a ralenti sa course, l'a un peu arrêté, tout le monde s'est un peu arrêté, et c'est juste Barella, le génie de Nicolo Barella, qui sent qu'il y a encore un petit peu de jus à extraire de ce citron, que l'action n'est pas morte, qu'il y a encore du jeu à aller chercher, à aller développer dans cette zone, et son petit ballon par-dessus, c'est vraiment lui qui crée l'espace. L'espace il est là, mais le coureur s'est arrêté. C'est vraiment le porteur, le déclencheur, qui génère cette action presque à partir de rien, qui est vraiment tire la ficelle. C'est splendide ce petit ballon dessus de Nicolo Barella. Je pourrais presque dire c'est la plus belle passe du match, mais il y en a une qui arrive bientôt, enfin pas bientôt, à la toute fin pour le 8e but du match, que je trouve encore meilleur. Bref, Nicolo Barella par-dessus pour Benjamin Pavard, incroyable dans cette zone, centre en retrait. Là, on a vu les limites aussi de Danilo dans ce match. Bremer, ça c'est l'absence qui coûte le plus cher à la Juve. Ils vont peut-être en souffrir toute la saison. Ils n'ont toujours pas perdu en Serie A, du coup. Mais ouais, sur ce match, on a vu que Bremer manque. Et Danilo, qui a un petit peu du mal sur le rétro-pédalage, qui fait faute sur Marcus Thuram. Thuram très intelligent aussi, qui a fait un top match. Et qui passe bien devant. Qui se fait prendre. C'est le tir dans la jambe, les pénaltys qu'on voit souvent maintenant. Il s'écroule, rien à dire, penalty constamment donné, et il est transformé par Zelinski plein axe. L'Inter à la maison prend les devants au bout d'un quart d'heure. Ça c'est l'action du 1 partout, égalisation de la Juve, donc 3 minutes plus tard, 4 minutes plus tard, et je l'ai fait remonter jusqu'ici parce que pour moi c'est une des plus belles actions du match, peut-être la plus belle, la plus longue en tout cas, parce qu'elle dure plus d'une minute. En vrai, même si ça se finit juste sur ce petit ballon par-dessus de Cabal, finition de Vlahovic sur la remise de McKennie. En vrai, ça part d'ici. Et il y a 1 minute de possession. 18-04. On va regarder le chrono à la fin. 18-21, 15 secondes plus tard. Ce que j'aime dans cette action, c'est qu'on voit l'utilisation de la largeur. Et à quel point cette équipe de Thiago Motta, elle est opérationnelle sur son jeu positionnel. Au bout de, ça fait quoi, 12-13 matchs maintenant qu'il est sur le banc. On voit déjà des principes vraiment clairs, vraiment forts avec ballon. Et moi, donc là, on voit, c'est Timothy Weah qui remet derrière vers Danilo. Ça va, vers Cabal. Ça va jouer Danilo. Ok. Ce week-end, là, je suis allé regarder l'autre soir sur ma chaîne YouTube préférée de tous les temps, je crois, Coach's Voice.
je suis allé regarder la masterclass d'Edin Terzic en 2 parties. J'ai regardé la deuxième partie où il parle du match contre le Paris Saint-Germain, Dortmund-PSG de l'année dernière, demi-finale de Champions. Il fait toute une analyse tactique et un concept qu'il éclaire que je trouvais vraiment hyper intéressant, c'est le concept de skip passes. Les passes qui sautent en centrale. Sur la phase de construction, comment est-ce que tu passes de ta moitié de terrain à la moitié adverse, grosso modo. Tu fais reculer un bloc qui est un peu un bloc adverse, qui est un peu médian haut, et ok, il explique comme ça. We skip now players so that we don't pass it now from here to him. Now we pass it from here to him. So we skip now our center back. Ouais, il explique en gros qu'après avoir beaucoup utilisé, après avoir joué d'un côté, et avoir fait graviter un petit peu tout le bloc adverse vers ce côté, et ben maintenant on va aller rechercher le latéral opposé, mais en sautant un des centraux, en faisant une passe comme ça direct, comme ça tu gagnes un petit peu plus de temps et tu pousses l'adversaire à sprinter, à se désorganiser, et ils ont un temps de retard. En gros, tu manufactures un temps de retard. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Cabal qui joue sur Danilo, et Danilo, plutôt que d'aller chercher Kalulu en première intention pour faire un U complet, mais du coup un U un peu lent, il fait un V. Cabal, Danilo, et hop, la skip passe, autre côté, pour Cambiasso. Ça paraît rien, mais c'est comme ça qu'en vrai, tu fais reculer un bloc adverse. 3 joueurs là de l'Inter, Lautaro, Marcus Thuram et Barella, qui se retrouvent à devoir courir vers leur but, et t'as progressé d'une ligne, et maintenant tu t'es installé dans le camp adverse. Donc juste cette séquence, je trouve que c'est rien du tout, c'est pas grand chose, c'est 1000 équipes qui le font, mais c'est quand même une base de jeu positionnel que cette paire de défenseurs centraux, que les défenseurs de la Juve ont intégré. Et en plus, après avoir trouvé l'autre largeur, ça va encore être le cas. Weston McKennie, il revient là sur Kalulu, on joue pas direct sur Danilo, il y a une skip pass, encore une fois, qui peut être trouvée pour Juan Cabal. Hop, comme ça. Et après, ça ouvre un petit peu d'espace à l'intérieur entre Thuram et Lautaro pour trouver ton 6 face au jeu. Et quand tu es dans cette position comme ça, là, Locatelli maintenant qui est face au jeu, c'est une bien meilleure position. On voit que Inzaghi, il est pas content. C'est une bien meilleure position qu'il y a ne serait-ce que 15 secondes quand tu étais un petit peu acculé là le long de ta ligne de touche à gauche et 20 mètres en arrière. Et encore une fois, ça paraît rien, mais Terzic en a aussi parlé dans cette interview, cette masterclass. Il disait, contre le Paris Saint-Germain, c'était pas mal de faire ça et ensuite trouver un ballon intérieur parce qu'il y avait un attaquant à Paris qui a vite arrêté de presser. And now they're going to come over, but now they're going to be late for the first time to put us under pressure. And knowing about the qualities of Kylian Mbappé, but also knowing that he don't like to chase both center backs all the time, we try to use this to play from the left fullback to the right fullback and back to the left fullback to create a situation like this, that we can now pass it back to our center back and travel with the ball. And voilà, donc il expliquait comment ensuite ça permet d'avoir un joueur une ligne plus haut et tu commences à infiltrer la moitié de terrain adverse avec un joueur axial qui peut porter un petit peu le ballon. Alors Schlotterbeck par exemple dans le cas contre le Paris Saint-Germain. Ici, Manuel Locatelli face au jeu qui va encore une fois aller chercher de la largeur, encore de la largeur. On est passé d'un côté à l'autre et encore de l'autre. Et maintenant, tu es encore dans une meilleure position. Donc à partir de ce moment-là, rien n'est fait. Mais déjà, tu as réussi à te sortir de ta moitié de terrain face à une équipe qui est capable de belles séquences de pression et qui n'est pas toujours facile à percer. Et maintenant, tu as trouvé Xisco contre Sessao qui a fait un top match. Franchement, Xisco, ça c'est peut-être son match référence. Après, il a fait quelques belles entrées, notamment en Champions, si je dis pas de bêtises. Mais là, honnêtement, belle partie de lui. 90 minutes pleines à Giuseppe Meazza. Et pas 1 million de dribbles passés. Mais il focalise tellement l'attention adverse. Et là, on voit un bloc qui commence petit à petit à se faire désorganiser, un peu déstructuré. De Frey, par exemple, il a dû sortir de la ligne avec Bastoni, Pavard. Ouais, maintenant il est ici, aux côtés de Di Marco. Et quand Conceição va jouer derrière, hop, et cette passe de Cambiasso, encore une fois, c'est un peu une skip passe pour un Cabal maintenant, défenseur gauche sur le papier, latéral gauche sur le papier, et qui se retrouve plein axe, qui est venu choper cette poche d'espace, et en plus va se retrouver face au jeu. Bah ça c'est juste magnifique, ça c'est vraiment comment est-ce que tu attaques un bloc et comment est-ce que tu le dissous petit à petit
tu mets des petites brèches et après tu te retrouves dans cette position où non seulement Cabal, il est face au jeu, mais en plus, tu as cassé cette ligne de 5 de l'Inter. Ok, on voit, il y a Dumfries, il y a Di Marco, il y a Pavard, il y a Bastoni, et De Vrij, il est où? Bah, il est pas là. Il est pas sur McKennie, il est ici. Et regardez, il est en train de demander à Zielinski ou à quelqu'un de venir couvrir sa zone. Parce qu'il y est plus. Il a été aspiré par le mouvement de Conceição. Et maintenant, Cabal, regardez, il est en train de demander: ah, il faut que quelqu'un me couvre, il faut que quelqu'un couvre ma position. Parce que c'est plus un Nerazzurro, c'est un Juventino. C'est Weston McKennie. Le petit ballon par-dessus de Cabal, il est exquis, il est magnifique. Weston McKennie, il part à la limite du hors-jeu, son appel est parfait. Et la remise pour Vlahovic, elle est splendide aussi, ça fait un partout. Et la Juve est revenue dans ce match. Voilà, 19-08, on est 1 minute et 5 secondes plus tard. Au bout d'une séquence d'1 minute de possession qui est partie de leur moitié de terrain, où on est passé d'un côté à l'autre, encore à l'autre, revenir dans l'axe avec un défenseur gauche qui trouve Weston McKennie libre entre des centraux avec une ligne déstructurée, dissoute. Et après Vlahovic qui finit, tout est parfait. Techniquement, il faut réussir à mettre le petit ballon et faire rétro de Cabal par-dessus. Il faut que la remise de McKennie soit bonne, il faut que la finition soit bonne. Mais avant ça, collectivement, j'ai vu une séquence qu'une équipe qui n'a pas de principe collectif fort et qui n'a pas compris ce que cherche à mettre en place son entraîneur, une équipe n'est pas capable de sortir cette action. Donc ça m'a vraiment parlé. Voilà, on le voit sur le renversement de jeu à l'intérieur là de Cambiasso. Regardez De Vrij. Ouais, il faut qu'on me couvre. Et Weston McKennie, il est pile là, il s'est fait oublier dans ce petit triangle parfait. Le ballon par-dessus. Et ouais, il y a un vrai gros trou là. Et il y a juste une longueur de retard de trop entre De Vrij et McKennie qui permet à la Juve de conclure et de revenir dans ce match. Ça fait un partout. 8 minutes plus tard, ça fera 2-1 pour la Juve. Ce que j'ai bien aimé sur cette séquence, c'est on voit qu'ils étaient souvent en bas face à cet Inter qui a fini, je pense, à peu près, ça doit finir à peu près à 50-50 de possession. C'est les deux équipes en Serie A qui avaient le plus le ballon pour l'instant. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que la Juve est capable d'être basse. Et j'aime bien aussi les prises d'initiative de Locatelli, de par exemple rejoindre sa ligne de 4 quand il sent qu'il y a un petit peu de danger là, et potentiellement de faire la couverture même. Lautaro Martinez en décrochage là, tu peux t'attendre à ce que, comme c'est à la base Danilo et Kalulu les centraux, et bah s'il y a Lautaro qui décroche, Locatelli va le suivre, normal. Mais il est un petit peu plus proche de Danilo et il dit ok, quand Lautaro décroche, il dit vas-y, toi tu t'en occupes, moi je reste et j'occupe la position de défenseur central. Je reste là, je vais compenser ton mouvement, et non seulement il compense le mouvement, mais ensuite quand Lautaro est touché, il y a à la fois Danilo et Locatelli, il y a une petite prise de risque là, mais c'est je pense bien lu et bien senti. Locatelli sort, et Danilo est là aussi. Lautaro voit que Locatelli, il se retourne et il tombe dans le piège. Danilo intercepte, contre-attaque, Vlahovic, bonne prise de balle. Moi j'aime bien aussi la projection de Cambiasso là, qui a bien senti qu'il fallait quelque chose en plus, et il part d'assez loin. On l'a vu occuper des positions assez défensives aussi sur cette ligne de 4 dans le 4-4-2, vraiment bas pour contrer Di Marco. Il part de loin, mais il fait le sprint. Et dans ce demi-espace, il est là. Maintenant, tu peux aller chercher Conceição. Et c'est juste une Juve qui, je trouve, se déplie bien en transition aussi. C'est pas que le jeu positionnel qu'on a montré. Pour une équipe qui a son coach depuis 12-13 matchs, ils ont de la flexibilité. Moi, je suis en train de mettre en lumière toutes ces séquences. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Il y a beaucoup de lacunes individuelles, notamment défensives, des buts encaissés, des pénaltys concédés, sur des choses qui sont des problèmes. L'effectif, il n'est pas fini, il n'est pas parfait, mais tu sais, quand tu cherches à illuminer ou voir si le travail d'un entraîneur, c'est en train de marcher, bah moi je trouve que sur ce début de saison, même si c'est pas parfait, Motta et la Juve, pour moi, c'est en train de marcher. On voit des séquences, un entraîneur où c'est pas en train de marcher, ça donne pas ça. Là, la transition, elle est vraiment bien jouée. Conceição derrière, il met Mkhitaryan sur ses talons, il le passe, superbe dribble, il a un petit crossover là, et après le centre en retrait pour Timothy Weah, qui est parfait aussi parce que c'est mal défendu par l'Inter, et surtout par De Vrij pour moi, qui anticipe, mais qui anticipe Cambiasso. Après c'est bien que Cambiasso soit proposé et projeté dans la surface de réparation, mais là, quand Isco le passe, la priorité, ça doit être
de boucler l'accès, de stopper l'accès à cette zone, la zone la plus dangereuse clairement. Et ouais, son mouvement là d'anticipation, comme ça, de Fry, ouais, deuxième fois que je le trouve un peu fautif sur ce début de match. Et Acerbi a manqué pour moi à l'Inter. Donc ouais, là, pas top. Mais par contre, super bien joué par la Juve, 2-1, et de belles séquences des hommes de Thiago Motta. Après, le truc, c'est que l'Inter est vraiment fort aussi. L'Inter aussi sait mettre en place un jeu positionnel sophistiqué, raffiné. Je vois par exemple des joueurs qui se parlent, qui comprennent qu'il faut qu'il y ait des mouvements de compensation. Pavard, il est là, il voit Barella un petit peu plus bas, et Barella qui a une superbe qualité pour ouvrir des espaces. Quelques minutes plus tôt, c'est exactement ce qui s'est passé avec le petit ballon par-dessus de Barella pour Pavard. Il lui dit vas-y, redescends, et Barella lui dit et toi, monte, ok. Ça prend un petit peu de temps à arriver, donc Barella qui est aussi chef d'orchestre, leader vocal, dit allez, on joue, vers moi. Le fait que Pavard, encore une fois, troisième défenseur central, se projette autant, c'est difficile à gérer pour la Juve. Ils ont eu du mal à gérer, je trouve, les déplacements de Pavard et la supériorité numérique, ou en tout cas les vagues de joueurs que l'Inter mettait sur cette dernière ligne, pour souvent être minimum à 4, souvent à 5, alors que tu le dis 5-3-2 sur le papier. Mais en vrai, Pavard, beaucoup d'incursions. Et Timothy Weah, par exemple, qui est milieu gauche, ailier gauche, mais milieu gauche du 4-4-2 en phase défensive, il se retrouve écrasé comme ça, très bas. Locatelli lui dit plutôt remonte, c'est moi qui vais m'occuper de Pavard. Mais en attendant, Barella, il est trouvé dans un océan d'espace ici, et ça pose un problème. Quelques secondes plus tard, genre 11 secondes plus tard, ok, le bloc de la Juve a du coup bien baissé, et on a un Locatelli comme ça, aux côtés de Benjamin Pavard. Regarde à quel point Pavard, il est haut, mais aux côtés de Pavard, ça fait que ligne de 5 de la Juve, et ça c'est la séquence de l'égalisation pour l'Inter. À la fois Locatelli qui est un petit peu reculé et désaxé sur la gauche, à la fois Lautaro Martinez qui fait un appel aussi de décrochage et excentré comme ça, qui aspire un petit peu Weston McKennie. C'est de là que vient le but, parce que la distance maintenant dans ce 4-4-2 entre ce qu'on avait dit au début, le double pivot défensif de la Juve, Locatelli et McKennie, la distance maintenant qui a été créée par les deux, par Pavard et par Lautaro Martinez, elle est tellement grande, il y a tellement d'espace ici, que c'est facile ensuite pour des joueurs qui sont hyper intelligents, très bien coachés et qui comprennent comment lire l'espace. Ils ont vraiment une vision spectaculaire. C'est Nerazzurri. Et bah ensuite, hop, jeu en triangle, Pavard, une remise pour Mkhitaryan. Très bonne première touche pour vite aller attaquer là où il y a de l'espace, là où maintenant ce trou entre Weston McKennie et Locatelli, il est progressivement en train de se résorber, mais là il est encore attaquable. Et Mkhitaryan, c'est vraiment une action délicieuse. Ça aussi, c'est une des plus belles, sinon la plus belle action du match. Je mettrais peut-être celle de la Juve, le but de tout à l'heure, un poil au-dessus, mais celle-là, elle est absolument magnifique. Mkhitaryan qui combine, après avoir combiné sur Pavard, 1-2 avec Marcus Thuram, parfaitement senti, encore un jeu en triangle. Et après l'enchaînement, finition pied gauche, Iba Di Gregorio. Est-ce que ça peut être mieux défendu ici, sur la frappe? Peut-être. Mais à la base, c'est juste un très beau mouvement collectif. Et comme on a dit, cette ligne de 4 de la Juve, là, au départ, pas trop de problèmes. Elle est plutôt bien en place. Par contre, le problème, c'est ça. C'est le double pivot, Locatelli, Weston McKennie, qui a été tellement trituré, écarté, distancé l'un de l'autre, qu'il y a de l'espace à aller attaquer à l'intérieur. Jeu en triangle, deuxième jeu en triangle, mais juste à 2 en plus. Beau petit 1-2 à l'orée de la surface, et ça fait 2 partout. Ok. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans ce match. Et au point où j'ai oublié ce que je voulais dire sur cette séquence-là. Ah oui, à part que c'est le but du 3-2 de l'Inter. Et c'est un petit moment où j'ai senti la Juve mentalement affectée par les événements. Dans l'ensemble, je les ai trouvés mentalement assez solides. Notamment à 4-2. À l'extérieur, face à l'Inter. C'est des moments où je trouve que tu peux un peu craquer. Mais ils n'ont pas arrêté de faire les efforts, ils ont plutôt été bons mentalement, mais par contre là, à 2 partout, c'est un petit coup derrière la tête, et Timothy Weah par exemple, il perd son duel sur Denzel Dumfries, là c'est juste sur l'engagement, il perd son duel avec Dumfries récupère, projection de l'Inter, bon petit ballon de Lautaro Martinez dans cet espace, Barella magnifique,
Marcus Thuram, ok, top. La passe ici, elle est coupée encore une fois par Timothy Weah, qui non seulement a perdu son duel, mais en plus la remet dans les pieds de Dumfries, qui est fauché. Penalty, le ballon heurte son bras, mais après que Kalulu ait frappé, encore une fois, un petit peu comme Danilo tout à l'heure, et frappé sa jambe. Il s'écroule, penalty, Timothy Weah 2 erreurs, Denzel Dumfries 2 actions décisives sur cette même séquence. Et là, c'est transformé par Zelinski qui plante donc un doublé sur penalty. Et ouais, l'Inter est revenu. Mais à ce moment dans le match, là, au bout de 40 minutes, c'est 5 tirs à 4 pour l'Inter. C'est un match équilibré, je trouve. Je ne vois pas une équipe qui est nettement au-dessus de l'autre. Et l'Inter, à la fin, a fini avec beaucoup plus de tirs. Et je crois une vingtaine, un truc comme ça. Ça finit 18 tirs à 10. Mais j'ai pas vu une énorme différence entre les deux équipes. Ils ont plus de XG, mais de penalty aussi. Dans l'ensemble, pour moi, c'est un match qui méritait plutôt le 4 partout. Et particulièrement à ce moment du match, il n'y a pas trop d'écart entre les deux. Donc vrai kiff la Serie A, comme souvent. C'est tellement équilibré, fun, offensif, tactiquement élaboré. C'est un plaisir de regarder ces parties. Et Marcus Thuram était dans un bon soir. Des percées à gauche, à droite. Je pense presque mon homme du match. Vraiment très très décisif. Et bon quoi. La Juve a vraiment manqué de solutions individuelles face à lui, je trouvais. Un Bremer a manqué dans ce match. Et voilà, on arrive à la mi-temps à 3-2. Et moi, je vous retrouve dans quelques secondes. Les amis, comme vous le savez, j'en ai parlé au fur et à mesure des saisons. J'utilise personnellement NordVPN chaque saison, depuis longtemps. Ne serait-ce que pour la fonctionnalité de se protéger, masquer son adresse IP en se connectant sur un serveur virtuel, voilà, sur Internet. Ça, c'est toujours utile, mais je veux dire, c'est juste la base. Le truc que je kiffe le plus, c'est la possibilité de se connecter aux serveurs d'autres pays pour dépasser les restrictions de géolocalisation. En se connectant par exemple au serveur mexicain, j'ai accès désormais sur la chaîne YouTube Caliente TV, qui est une chaîne mexicaine. J'ai accès non seulement au résumé de Ligue 1 bien avant qu'il sorte chez nous. Par exemple, là, il y a le résumé du match, c'est hier soir, je m'enregistre samedi. C'est le match d'hier soir, par exemple, PSG-Rennes, un résumé de 11 minutes 20. Voilà, j'y vais, je me connecte. Il est là en entier, absolument toutes les images, le doublé de Barcola, etc. Mais aussi, sur cette chaîne Caliente TV, il y a aussi un onglet live. Et si je vais sur l'onglet live, par exemple, il y a le match qui arrive là, Strasbourg-Marseille, Monaco-Montpellier. Il y a des matchs de Ligue 1 qui sont gratuits. En me connectant via NordVPN au Mexique, j'ai désormais accès. Et c'est pareil avec la Champions League. Il y a RTL Play par exemple, c'est pas les seuls, mais RTL Play en Belgique, qui offre des rencontres de Ligue des Champions si on est connecté en Belgique. Donc pareil, là pour l'instant j'ai pas accès parce que je suis au Mexique. Mais si hop, je me connecte désormais en Belgique, c'est bon, je retourne sur RTL Play, j'actualise, maintenant c'est disponible. Voilà, ça c'est ce que permet NordVPN. Alors niveau tarif, c'est assez attractif. Avec le lien en description, si vous prenez un abonnement de 2 ans, vous avez 4 mois supplémentaires offerts et ça revient à moins de 3 € par mois. 2,98 € par mois, c'est 83 € et quelques centimes pour 28 mois, plus de 2 ans. Ça c'est accessible avec le lien en description, nordvpn.com/willouvpn. Seconde période qui commence très mal pour les hommes de Thiago Motta parce que sur un corner qui a été gagné grâce à de la pression haute, et on voit que l'Inter aussi est capable de prendre son adversaire à la gorge, être étouffant dans un Giuseppe Meazza chauffé à bloc. Corner, il est tapé, c'est renvoyé par la tête de Danilo, mais dans les pieds de Dumfries, second poteau Dumfries, c'est toujours dangereux, t'aimes pas le voir dans cette position, on le voit systématiquement avec les Pays-Bas, la sélection Oranje, 4-2. Et maintenant, comment est-ce que la Juve va réagir? Ça, c'est vraiment une situation dos au mur pour une équipe qui avait encaissé qu'un seul but en Serie A pour l'instant, qu'on a pris 4 en moins d'une heure, menée par le champion en titre, à l'extérieur. Ouais, it's not looking good, hein. Il va falloir de beaux ajustements. Et ce que j'aime, c'est que cette Juve est toujours dans le match parce que la débauche d'énergie a continué d'être là. Des appels par exemple tranchants de Weston McKennie. Ouais, franchement, les efforts sont fournis. Ce petit ballon de Cambiasso, derrière c'est un corner gagné. La Juve a jamais totalement sombré dans ce match. Je pense que c'est pour ça qu'ils reviennent. C'est parce que j'ai pas vu une séquence de 15-20 minutes où ils sont totalement tête sous l'eau, où ils disparaissent de la partie, même dans la difficulté. J'ai trouvé qu'ils étaient capables d'être au contact. Par exemple avec un Xisco Conceição qui a, à chaque ballon qu'il a touché quasiment,
il l'a rendu dangereux et il a poussé l'adversaire à reculer. Là, elle fait mine de rentrer à l'intérieur, passe extérieure, un petit centre justement de extérieur du pied gauche. Ça arrive dans les pieds de Vlahovic, c'est repoussé un petit peu en catastrophe par De Vrij. Voilà, encore une fois, même dos au mur, même dans la difficulté, la Juve réussit à avoir de bons mouvements et les ajustements tactiques de Thiago Motta qui fait entrer Savona et Kenanidis sont hyper payants. Plus que Simone Inzaghi, par exemple, l'entrée de Bisek que j'ai trouvé difficile. Côté Juve, par contre, ouais, 70e minute, ils sont en difficulté, l'Inter presse, c'est pas facile de répondre dans ce match, je trouve. Mais grâce à la qualité technique, ils s'en sortent. J'ai trouvé que dans l'ensemble, sur leur séquence, c'était assez juste. Bien sûr, il y a toujours des passes qui échouent, il y a toujours des dribbles qui passent pas. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que, ouais, même comme ça, dos au but, c'est difficile. Vlahovic réussit à tenir le ballon. Conceição réussit à gagner son dribble. Le petit ballon là de Cambiasso pour Weston McKennie, il est génial. C'est ça qui permet qu'il lance toute la transition. Et tu te retrouves dans cette situation-là à partir d'une touche haute. Peut-être que l'Inter est un peu trop agressif. Peut-être une gestion de match pas tout à fait adaptée. Mais en même temps, voilà, c'est une équipe qui est tactiquement tellement bien établie, qui est tellement mature sur son idée, qu'il devrait être peut-être capable de faire ça pendant 90 minutes. En tout cas, ouais, la Juve se projette. Kenanidis qui est entré, très bon contrôle orienté, et il va les finir pied gauche. Une frappe sur laquelle je pense qu'à la fois Dumfries, Bisek et Jan Sommer doivent faire mieux. Jan Sommer, je trouve qu'il s'incline un petit peu facilement. Après, en la revoyant au ralenti, peut-être que son attitude, là, le fait de tomber un petit peu comme ça va lui porter préjudice, parce qu'en vrai, je pense, même s'il fait une belle détente, je suis pas sûr qu'il aille la chercher. Elle est tellement bien positionnée. Je pense que Dumfries doit faire mieux, bloquer cette frappe, mais franchement elle est vraiment ras du montant, donc je pense difficile à aller la chercher, mais sur le coup tous les joueurs de l'Inter sont assez furieux contre Sommer, donc comme quoi l'attitude corporelle du gardien ça compte, parce que mais je pense limite c'est plus un petit peu plus tôt sur l'action que l'Inter aurait dû mieux défendre. Mais voilà, 4-3, la Juve revient dedans, et Chisco qui continue à passer un petit dribble là entre les jambes, ensuite 10 secondes plus tard il est là, il gagne une faute extérieure de surface. Franchement il a été menaçant de A à Z, top match du petit Chisco. Motta fait entrer Gatti, fait entrer aussi Samuel Mbangula dans une position assez intéressante à la place de Vlahovic, donc attaquant axial. La Juve finit du coup pour moi avec, sur le papier je me disais en vrai 4 ailiers quoi, parce que Chisco, Kenanidis, Samuel Mbangula et pas vraiment de neuf, mais du coup je suis allé checker Mbangula en vrai à la Juve Next Gen quand il jouait en Primavera, il jouait effectivement souvent avant-centre ou deuxième attaquant, plus ailier, mais par exemple une vingtaine de matchs comme ça dans l'axe, 12 en tant que deuxième attaquant, 7 en tant qu'avant-centre, donc sur le papier il est censé pouvoir tenir cette position. Bon, dans les faits il a terminé avec, si je dis pas de bêtises, 2 ballons touchés en un quart d'heure. Donc je sais pas à quel point Mbangula ça a été judicieux, mais dans l'idée peut-être je me disais pour continuer de mettre la pression, avoir des jambes fraîches, et il a fait les efforts défensifs par contre, il a fait les efforts d'agression pour continuer d'avoir des armes pour faire la pression sur l'adversaire et pas le laisser contrôler la fin de match avec de la possession lente. Mais ouais, par contre l'Inter comme on a dit, Bisek pas top, je trouve par exemple sur ce centre de Savona, c'est pas normal que Yildiz passe devant Bisek, qui lise mal le centre, qui soit extrêmement passif comme ça. Yildiz se jette dessus et aurait pu égaliser là déjà. Dumfries est battu, mais c'est vraiment Bisek le problème. Et d'ailleurs, tout le monde est furieux contre lui. Je crois qu'il le sait. Clairement, on peut pas te passer devant comme ça quand t'es le défenseur central droit. Et ouais, ça a été, je pense, un choix peu inspiré d'Inzaghi. Maintenant, l'absence d'Acerbi, elle a été problématique sur ce match. Ok, la meilleure passe de la partie pour moi, elle est ici. Locatelli qui décroche aux côtés de Gatti, de Kalulu. Il y a Cabal là-bas. Ballon donné par Savona. Il est ici. Et peut-être ma deuxième chaîne YouTube préférée, c'est mon ami de Thinking Basketball, qui avait fait une vidéo il y a quelques temps, il y a 8 mois, sur Jokic, et c'était une vidéo un peu en mode quiz, en mode est-ce que vous pouvez deviner là où il va faire la passe? À chaque fois il y avait 3 options. Into Murray on the wing, or C, wait for Porter on the handoff.
A, B ou C et tu dois deviner où il va faire la passe. Et c'était assez fun parce que les passes de Jokic sont assez extraordinaires et imprévisibles. J'ai envie de poser la même question sur Locatelli ici. Touché là par Savona, qui est-ce qu'il va aller chercher? Bah, je pense souvent, très classique, le central ici. Peut-être, tu peux te dire, la skip passe. Mais il va faire encore mieux. Avec le pied droit en plus, il va aller chercher un effet comme ça pour aller trouver Juan Cabal ici. C'est une passe délicieuse. Les screenshots lui rendront pas justice. Même là, on dirait que c'est plus pour Kaloulou là. Mais non, c'est pour Cabal ici. Et c'est vraiment magnifique. C'est cette passe qui vraiment fait l'action. 81e, 4-3 pour l'Inter. La Juve doit trouver quelque chose, doit sortir quelque chose de son chapeau. Et cette passe-là, Cabal a juste à faire le contrôle orienté, il le fait super bien, mais pour sortir 5 joueurs de l'action. 1, 2, 3, 4, 5. Une passe splendide. Cabal, je trouve que ce qu'il fait, c'est super smart aussi, parce qu'il ne la donne pas direct ici. Il pourrait, mais il continue d'avancer pour fixer le plus possible la dernière ligne. Voilà, ici c'est possible par exemple. Ici c'est possible, ici il pourrait la donner après avoir contrôlé. Mais non, il prend la responsabilité d'avancer, continuer d'avancer. Et là aussi, je vois un joueur qui a intégré des principes tactiques très motesques. C'est on donne qu'après avoir fixé et après avoir extirpé vraiment tout l'espace qui était possible d'avoir dans cette action. Comme ça, ton renversement, ton décalage, il est vraiment dangereux. Et il le fait jusqu'au bout il pousse, jusqu'à ce qu'il soit déséquilibré. Ok, là, à ce moment-là, il transmet. Ça permet d'aller trouver Conceição en 1 contre 1 sur le papier, mais Conceição, il fait tellement des misères depuis le début qu'ils se mettent à 3 pour essayer de le verrouiller. Et du coup, bonne utilisation de la largeur. On va aller chercher l'autre côté, le centre par-dessus. Il est dévié de la tête, pas assez par Bisek, mais il y cherchait le second poteau. Et c'est là que se trouve Kenan Yildiz, seul. Le contrôle est bon. La reprise pied gauche, deuxième but pied gauche du match pour Yildiz, pour un droitier, elle est magnifique. Zomer peut faire mieux, Bisek peut faire mieux, encore une fois Dumfries peut faire mieux je pense. Mais la Juve revient dans ce match, 4 partout, magnifique. Et voilà, regardez le 1 contre 3 de Tisco, il leur a fait tellement mal que Yildiz se retrouve seul au second poteau. Et tout ça, ça part du magnifique ballon de Manuel Locatelli, qui est devenu un joueur absolument clé sous Thiago Motta, qui a doublé son nombre de ballons par match entre Allegri et Motta, qui est tellement important. Et ouais, vraiment leader de la moitié de terrain, de la première moitié de terrain, même avec et sans ballon, on l'a vu sur certaines séquences de la Juve. Voilà, on a beaucoup parlé de cette Juve. Ça enlève rien à la qualité de l'Inter aussi, qui sur certaines séquences, on a vu qu'ils sont tellement intelligents dans leur rotation. Barella est toujours aussi capable de moments de lumière. Lautaro n'a pas fait un top match, mais Marcus Thuram, c'était costaud aussi. C'est des équipes qui vont... Tu peux même dire c'est plus l'Inter qui a des chances de se battre pour le titre, parce que la Juve, je pense, l'absence de Bremer va leur faire mal. Mais ouais, il y a un Inter-Naples là qui arrive dans pas longtemps, dans un petit peu plus d'une dizaine de jours, qui va être magique. L'Inter est à 4 points donc du Napoli, qui a profité de ce match nul pour creuser un petit peu l'écart. L'AC Milan n'a pas pu jouer contre Bologne, je crois, parce qu'il y a un problème d'inondation. Du coup, ils ont un match en moins, mais ils pourraient revenir avec une victoire exactement à 17 points, comme la Juve. De gros matchs, de très très gros matchs. Si je dis pas de bêtises, demain, il y a Milan-Naples. Ouais, c'est ça, Milan-Naples, demain, 20h45 en plus. Donc la Serie A, toujours autant un kiff, franchement, toujours autant le championnat du Big Five le plus sous-coté, parce qu'on se régale chaque année. Tactiquement, tu as des matchs d'un niveau monstrueux. Et bon, cette rencontre en était clairement l'illustration, une parfaite illustration. Et jusqu'au bout, Locatelli d'ailleurs, hein, sur cette passe de Lautaro Martinez, qui vient contrer là la dernière tentative de Fratesi du match. Il est félicité par Di Gregorio, qui a sorti quelques belles parades aussi. On les a pas mises en lumière, c'était plus des actions isolées, mais l'Inter a eu vraiment de très très belles occasions et aurait pu gagner ce match sans problème. Mais la belle performance, elle est sans doute du côté de la Juve. Revenir à 4 partout dans un match où tu étais mené 2 buts dans la dernière demi-heure, à l'extérieur, face au champion en titre. Ça dit beaucoup de choses, je pense, du travail qui a été fait par Motta en à peine plus d'une dizaine de matchs. Contre un Simone Inzaghi qui est sur sa 4e saison. Voilà, j'ai pris un énorme kiff. Pour lancer la semaine, c'est parfait. Je sais que ce soir, c'est Ballon d'Or. Sans doute, on va en parler demain.
Mais ça pour moi c'était mon sujet régal. J'espère que ça vous a plu aussi. Sans doute c'est trop long, peut-être 40 minutes pour un match, c'est peut-être trop long. Mais voilà, j'ai bien kiffé et j'espère que vous aussi. Prenez soin de vous les potes, passez une excellente semaine. Et de toute manière, on se dit à bientôt. Bisous.